Donc bonjour, on va commencer cette conférence sur les années 90 chez Marvel. Pour ceux qui ont vu celle d'hier, on avait parlé des années 80 et on avait conclu, on avait commencé à aborder un changement par une génération d'auteurs qui allait déterminer les années 90, qui avait commencé fin des années 80. On parlait notamment de Todd McFarlane qui avait débarqué sur Spider-Man, Jim Lee qui commençait à arriver sur X-Men, Rob Liefeld qui arrivait sur New Mutants. Et tous ces gens-là allaient déterminer ce qui allait se passer dans les 10 années à venir, au minimum, notamment chez Marvel. Donc, on va commencer, comme hier, si j'allais sortir le diaporama. Windows 10, merci. Je vous ai fait une sélection d'images, elles sont pas triées pour la plupart, mais ça vous donnera quand même une idée. Et un visuel pour tout ce qui s'est passé. Donc on commence sur ce qu'on a terminé hier, les fameux Spider-Man. Donc McFarlane qui arrive d'abord comme dessinateur sur la série, qui va redynamiser le titre qui pendant longtemps dans les années 90 avait été assez dormant, surtout au niveau des ventes. Donc son très dynamique, très expressif, beaucoup de chichi, beaucoup de tics visuels, va beaucoup parler aux jeunes lecteurs, et ça va redynamiser les ventes d'une façon spectaculaire, au point que Marvel décide de lancer un nouveau titre sur Spider-Man, que McFarlane va scénariser lui-même et dessiner, et alors vendre, je crois, à plus d'1 million d'exemplaires, notamment avec des variantes cover, qui va être la nouvelle mode des années 90, c'est-à-dire multiplier les ventes en faisant des couvertures alternatives. Donc, comme on disait hier, dans les années 80, s'amorce une noirceur dans l'univers Marvel qu'on n'a pas connu, des héros plutôt énervés, plutôt crispés. On le retrouve déjà dans le Spider-Man de Tom McFarlane, beaucoup plus violent, beaucoup plus, on va dire, dans la vengeance, plus qu'on l'a connu. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose sur le Spider-Man de McFarlane, à part qu'il a probablement entraîné dans sa lignée un succès tellement inespéré qui s'est barré avec l'oseille? Oui, c'est le Spider-Man de McFarlane, c'est un succès de vente colossal, bâti sur le nom d'un auteur qui, à l'époque, était essentiellement connu comme dessinateur depuis de courtes années, somme toute, et qui s'impose aussi comme scénariste. On ne peut pas vraiment dire que ce soit un scénariste emballant, mais il propose une tonalité plus sombre, avec une première histoire qui parle de vaudou, de sorcellerie, d'envoûtement, de résurrection, dans une narration qu'on pourrait déjà qualifier de décompressée, c'est-à-dire que certains de ses prédécesseurs auraient sans doute raconté ce qu'il a raconté en 6 épisodes, me semble-t-il. Il aurait sans doute raconté ça en 2, et Lee et Kirby auraient pris 12 pages, mais d'une certaine manière, ce succès qui touche un nombre de lecteurs incroyable, mais aussi un nombre d'observateurs chez Marvel, chez la concurrence, etc., beaucoup plus grand, des journalistes aussi, etc., ça va influencer sur la manière d'écrire, sur les thématiques et sur la représentation graphique. C'est-à-dire que la manière d'écrire, on a effectivement des récits plus décompressés qui donnent la part belle à des grandes images, des pleines pages ou des doubles pages constituées de scènes d'action. Une tonalité qui est plus sombre, plus violente, plus sanglante, plus amère, et une représentation graphique qui donne la part belle à l'hémoglobine, aux explosions, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble qu'on pourrait revenir une minute sur l'expression grim and gritty qui définit ce glissement vers quelque chose de plus noir. Ce qui est intéressant, c'est que le grim and gritty du début des années, de la fin des années 80, c'est à la fois des personnages plus vindicatifs, qui sortent les flingues pour faire court, mais aussi des personnages qui sont confrontés
directement aux problèmes sociaux, aux problèmes des lecteurs, non pas en tant que spectateur, ça on a eu ça tout le temps, hein. On a eu Spider-Man qui voit le problème de la drogue, par exemple, ou du racisme, mais qui en sont les victimes. Et ça commence ça commence en 81 ou 82, je me souviens plus, avec Captain Marvel qui meurt du cancer. Ça continue avec Iron Man qui devient alcoolique. Dans les années 88, chez la concurrence, c'est Flash qui devient vaguement clochard. Enfin, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on est confronté, on est victime des malheurs que l'homme normal, le lecteur, peut rencontrer. Ce Grim and Gritty, on va dire, à conscience sociale, commence à être chassé de la scène par un autre Grim and Gritty qui est plus gratuit, plus visuel, c'est-à-dire on va faire des héros avec des flingues. Tout le monde va avoir des flingues. On est bien dans les années 90, là. Ouais, voilà. C'est le tournant. Alors, autant à la fin des années 80, on a des auteurs qui sont pas dupes du truc et qui s'amusent avec les codes. Je vais encore citer un exemple de la concurrence, mais quand Jim Starlin et Bernie Wrightson mettent en scène un Batman très sombre qui est pris sous la coupe d'une secte et qui mettent en scène ce personnage avec une arme à la main, ils sont pas dupes du truc, c'est un clin d'œil aussi aux origines du personnage. Dans les années 90, on a des tas de nouveaux personnages, de personnages qui sont réécrits par les gens qu'on a cités, Lee, Liefeld, McFarlane, avec les personnages Marvel, et après quand ils vont faire leurs personnages à eux chez Image. Alors justement, on va en parler, parce que donc, le succès gigantesque de ce Spider-Man numéro 1, puis des suivants de cette nouvelle série de McFarlane, fait que McFarlane quitte Marvel, et crée son propre personnage Spawn pour Image, on l'a dit hier. Dans sa lignée, son successeur Philippe sur Spider-Man le rejoint assez rapidement, Eric Larsen, qui reprend Spider-Man au moment où Todd McFarlane part. On a vu de ces images notamment. Spider-Man sans ces auteurs-là, ça donne pas grand-chose. On a une énorme période Bagley qui suit ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Spider-Man dans les années 90? Il y a la saga du clone. Alors, Spider-Man me semble être une espèce de balancier durant cette décennie. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quand Mark Bagley reprend la série, ça redevient pendant un temps quelque chose de lumineux, d'instruction, avec des aventures, avec un travail des coloristes qui est sur une palette nettement plus chaleureuse, nettement moins sombre, nettement plus diurne que nocturne. Et puis arrive la saga du clone, où justement le staff éditorial et créatif décide de donner une sorte de suite à une histoire de clone de Spider-Man qui date des années 70, en postulant à la base que tiens, le clone, il n'est pas mort, contrairement à ce qu'on croyait, il a fait un tour en Amérique et il revient. Et peut-être même que Peter Parker, tel qu'on le connaissait, l'original, n'est peut-être pas l'original. Et une inversion à ce moment-là. Voilà, et c'est une inversion qui permet de plonger le héros dans des affres qu'il n'a pas connues, avec des interrogations différentes. Et puis enfin de sortir de ce carcan de l'homme marié avec Mary Jane. Oui, c'est parasite depuis des années. Effectivement, le mariage, les scénaristes et les éditeurs semblent un peu embêtés avec l'idée d'un Spider-Man marié. Donc ça sert quand on met en scène Ben Reilly, le clone, on a un héros qui est célibataire, donc c'est pas mal. Et puis ça permet aussi de mettre en danger le couple sans le renier. Donc on a ce système comme ça de balancier où de temps en temps, même à l'intérieur de la saga du clone qui durera plusieurs années, on a toujours ce balancier comme ça entre des histoires qui mettent les personnages en danger et puis des histoires plus lumineuses, plus aériennes, plus classiques et qui prêtent moins à difficulté. En revanche, ça reste quand même un de ces personnages qui au niveau de son apparence et de son engagement en tant que justicier, ne tombe pas dans la violence
ne serait-ce que visuel et graphique. Il n'a pas d'armes, il n'a pas de ceinture à poche avec plein de gadgets et tout ça. Il reste... Scarlet Spider, je crois, il y a quelques gadgets de ce type quand même. Il me semble qu'il y a oui. des poches sur les potes. Oui, parce qu'il y a un truc aussi qui arrive dans les années 90, notamment avec le Scarlet Spider, mais en face, ils font la même chose avec Batman et Superman, c'est qu'en fait, on décline les héros parce qu'on décline les séries, donc on crée des séries spin-off qui sont des séries dérivées. Alors quand c'est des groupes, c'est super parce que on peut faire un autre groupe des Vengeurs, un autre groupe des X-Men. Quand c'est Spider-Man, on crée le Scarlet Spider en se disant que tiens, il va abandonner son identité de Spider-Man et il va en choisir une autre. C'est une autre manière aussi de décliner le produit. Là, on sent bien la pression de l'industrie qui dit tiens, j'ai une marque, et je vais essayer d'en développer une autre, etc. etc. D'ailleurs, pour parler de la pression de l'industrie, le scénariste lui-même est éditeur en fait. Howard Mackey, le scénariste de toute cette saga, c'est pas innocent, c'est un éditeur à l'origine. Et il y a une anecdote que je crois que c'est Howard Mackey justement qui l'a donnée. Ils ont commencé la saga du clone en se disant on va faire ça sur 6 mois. Bon, 6 mois de 4 séries, ça fait quand même beaucoup de pages. Ils avaient prévu ça sur 6 mois, puis au bout de 4 mois, les ventes ont explosé, et tout de suite un coup de fil du service commercial qui fait « Je ne sais pas ce que vous faites avec Spider-Man, mais continuez ». Donc du coup, ils font ça sur 6 autres mois, puis 1 an, etc. Puis au bout de 2 ans, ça s'effondre parce que les lecteurs en ont marre. On ne sait toujours pas qui est l'original, qui est le clone. Il y a 25 costumes, on s'y perd. Et le service commercial appelle. On ne sait pas ce que vous faites avec Spider-Man, mais arrêtez. Et en fait, on se rend compte que voilà, on a la pression des actionnaires d'en haut, on a la pression des commerciaux de l'autre côté. Et les créateurs, les scénaristes, les dessinateurs sont un petit peu ballottés en fonction des influences des autres services. Donc dans cette saga-là, on peut aussi noter le retour de Norman Osborn, du Green Goblin, donc toujours sous l'égide de Howard Mackey, et avec le retour de John Romita Jr., qui avait déjà dessiné Spider-Man dans les années 80, et qu'on retrouve avec plaisir, un dessinateur qui a quand même marqué cette époque. Et puis le fameux Chapter 1, donc la redite des origines de Spider-Man, très décrié par les fans, par une légende pourtant, John Byrne, qui revient chez Marvel pour l'occasion. Donc c'est un des nombreux piétinages de Marvel, donc de revenir encore une fois sur les origines. Ce sera ni la première ni la dernière fois, mais on peut dire quand même que les années 90 sont assez synonymes de ça, de ce piétinement, puisqu'on aura l'occasion d'évoquer un autre gros piétinement qui s'appelle Hero Reborn. Ouais. Oui, là encore c'est un mouvement balancier, c'est qu'on a une décennie où Marvel décide d'aller de l'avant et de pousser leurs personnages dans des directions qu'ils n'ont jamais vraiment explorées. Et en même temps, ils sentent le besoin régulier de revenir aux sources. Et alors ça sent aussi en fonction des gens qui sont à la tête, qui sont au poste d'éditeur-in-chief. Il y en a certains qui veulent faire comme Stanley et Kirby, et puis il y en a d'autres qui veulent faire autre chose. Et puis en fonction de si ça marche, on continue, puis si ça marche pas, on revient en base. Et on a vu ce genre de mouvement de yo-yo régulièrement sur à peu près tous les personnages, avec des tentatives de changer le costume, de changer la mission, de changer l'identité, de changer les pouvoirs, et de temps en temps de revenir aux bases. Et ces bases, parfois, c'est à l'intérieur de la série même, ou alors c'est à l'occasion d'une mini-série. Qui permet, alors la mini-série a l'avantage de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement retravailler sur les origines, les bases, l'identité, les fondamentaux, comme on dit, sans pour autant bousculer la série régulière. Au cas où elle marche bien, on ne va pas la mettre en danger. Donc c'est un des avantages aussi, les années 90 étant la première décennie où la transition s'était faite dans la décennie précédente, où les comics ne sont plus en kiosque, ou quasiment plus, et majoritairement dans un réseau de librairies spécialisées, dans lequel on peut plus facilement vendre des mini-séries, et puis après des paperbacks, etc. Les formats évoluent aussi, alors que jusqu'en 85, majoritairement,
je sais pas, je vais dire à la louche, 75-80% des comics se vendaient dans les kiosques, les épiceries, les points presse. Donc là, ça change et du coup, ça a une influence sur le papier, sur le format, sur la manière de diffuser, de distribuer. Et même, il y a eu des moments où le papier, on sentait bien que les gens, ils essayaient des trucs, ils changeaient de papier, ils changeaient d'imprimeur, notamment parce qu'il y a eu des périodes où ils vendaient très très bien, donc il fallait des imprimeurs capables d'assumer des tirages colossaux. Et quand on regarde les années 90, en général, qu'on feuillette, qu'on met les doigts sur le papier, on a certaines périodes où on va dire vers 92-93, où les comics sont atrocement imprimés, encore pire que 10 ans avant. Et puis 2 ans après, tout d'un coup, pouf, apparition du papier glacé, nouvelles couleurs, évolution de la manière de travailler les couleurs avec l'informatique qui déboule. Donc il y a un système de yo-yo qui parfois ça fait piquer les yeux, mais l'objet comic book en tant que tel, chez Marvel et ailleurs, est en train de se transformer aussi. Donc, pendant que le diaporama bug lamentablement, on va passer au deuxième gros morceau des années 90. On a évoqué donc Todd McFarlane et Eric Larsen sur Spider-Man, qui sont tous les deux partis chez Image. L'autre grosse star, évidemment, de ces années 90, c'est Jim Lee, qui donc dessine d'abord sous les scénarios de Chris Claremont les Uncanny X-Men, la série d'origine des X-Men, que normalement on devrait voir maintenant. Donc le style des années 90 en termes de graphique qu'apporte notamment Jim Lee, Rob Liefeld et tout ça, on peut le résumer à beaucoup de hachures très crispées, des personnages vraiment énervés, toujours dans des poses assez agressives, progressivement d'ailleurs de plus en plus. On voit déjà quand même, ça c'est la première approche de Jim Lee, on voit déjà quand même une radicalisation des formes, on voit aussi une grande exagération au niveau de la forme féminine, qui va aller de plus en plus vers plutôt des bimbos anorexiques, siliconés, toujours très énervés, avec des cambrures improbables. C'est une période que j'affectionne encore à ce moment-là, mais qui va dégénérer gravement par la suite, à mon avis, double avis. Jim Lee, donc, qui lui aussi a un énorme succès sur les X-Men, au point que dans les pas de McFarlane, on lui propose de créer un nouveau titre, X-Men, sans adjectif, qui va lui se vendre, alors je crois, à plus de 7 millions, c'est ce qu'ils avaient dit à l'époque, oui, dans toutes les variantes cover et oui, tout ça, donc un immense succès, qui fait que ces auteurs-là, contrairement à ce qu'ils disent eux-mêmes par la suite dans les interviews, ont été très riches très tôt, bien avant Image. Parce que la raison officielle, c'est qu'ils voulaient partir, trouvant que Marvel ne donnait pas assez de royalties, ne partageait pas assez leur succès. Quand on fait le calcul rapide et qu'on voit quel type de royalties donne Marvel encore à l'heure actuelle, et qu'on multiplie ça par des millions d'exemplaires, on peut avoir la réponse, c'est-à-dire que les gens d'Image étaient déjà très fortunés avant même de créer cette maison d'édition, qui peut expliquer d'ailleurs qu'ils aient pris un tel risque. Le succès de Uncanny Avengers, puis Uncanny X-Men, et puis des X-Men est phénoménal. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme grand trait de cette... À part le fait que Chris Claremont, le scénariste légendaire des X-Men, s'en va, au bout de, je crois, 3 numéros de la nouvelle série. Oui, 3 numéros. Il a à peine 3 numéros, puis s'en va. Il est remplacé par un homme de paille, on va dire John Byrne, pendant quelques numéros en tant que scénariste fantôme. Qui lui-même était là pour essayer de lisser... En fait, il occupait une fonction de dialoguiste et de co-auteur de l'intrigue sur notamment la série Uncanny X-Men. Et le problème, c'est qu'il est parti parce que justement, les intrigues et les planches arrivaient très tardivement par les auteurs, livrées par les auteurs sur lesquels il devait faire les dialogues. Je crois que la transition d'Uncanny X-Men, période Jim Lee, est intéressante à 2 raisons. D'une part, c'est le triomphe des dessinateurs soutenus par les éditeurs. Claremont expliquait que dans le X-Men 275, dont on a vu quelques images précédemment, il voulait faire une histoire avec Loki.
le dieu asgardien. Et Jim Lee, qui lui est un lecteur de la période Byrne, il voulait dessiner tous les personnages que Byrne avait dessinés, donc il voulait faire la Terre sauvage, les Shire dans l'espace, Magneto, tout ça. Et en fait, l'histoire avec Loki est restée, mais en remplaçant Loki par Magneto. Donc c'était un premier camouflet pour Claremont. Et il y a eu d'autres sujets d'engueulade. Et Bob Arras, le responsable éditorial, a dit attends, c'est simple, on tranche. Hein, le succès de X-Men actuellement, c'est Jim Lee, donc c'est lui qui a raison. C'est le dessinateur qui a raison. Tout en oubliant qu'il y avait 16 ans de succès des X-Men avec pas un seul scénariste. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc ça c'est le triomphe effectivement du dessinateur soutenu par l'éditeur. Mais la sortie de X-Men 1, c'est aussi le triomphe d'un gadget éditorial qui est la couverture alternative. X-Men 1 est sorti, je crois, avec 5 couvertures différentes qui composaient une image. Et la réédition, parce que ça s'est tellement bien vendu, parce que tous les gens achetaient, les spéculateurs achetaient, les gens normaux qui lisaient une histoire achetaient la couverture qu'ils voulaient, mais les spéculateurs achetaient les 5 pour avoir une belle image, et puis peut-être pour la revendre plus tard, etc. Bon. Et la réédition de ça, c'est une couverture dépliante reprenant les 5 images. Donc si on cumule une édition avec 5 versions différentes, plus une deuxième édition avec une 6e version complémentaire, effectivement on atteint des chiffres astronomiques. Et du coup Marvel et la concurrence a amplié. Donc ils ont fait des couvertures glow in the dark avec une espèce de vernis. Vous mettez votre BD sous la lumière, vous éteignez la lumière, la BD brille. Vous avez des couvertures die cut, c'est-à-dire avec des découpages, donc il y a une couverture de Wolverine avec les 3 coups de griffe dans le carton de la couverture de Punisher War Journal avec des trous, c'est les impacts de balles du fusil du Punisher, etc., etc. Vous en avez plein comme ça. Et ça devient, ça crée une bulle de spéculation qui, à court terme, fera la fortune des éditeurs et de quelques gros libraires. Et à long terme, il y aura pas mal de gens qui auront acheté beaucoup trop de comics en spéculant, en disant je vais le revendre plus tard. Et des reportages de l'époque, pareil, c'est chez DC, mais sur la mort de Superman, où les mecs disaient j'en achète 15, comme ça, je vais les revendre vachement cher, et puis je pourrais payer les études de mon gamin. Sauf que si tout le monde en achète vachement 15, ou plus ou moins, et le revend en même temps, eh ben, ça va s'effondrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est effondré. Et l'effondrement a déjà coûté la vie à quelques libraires, mais a impacté gravement Marvel et puis d'autres éditeurs, mais Marvel vers la deuxième moitié des années 90. Mais les collectionneurs de l'époque se souviennent bien que les couvertures alternatives, variantes, machin, gadgets, c'était all the rage à l'époque, c'était la folie. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de ces X-Men, à part le fait que les séries animées a été inspirée des X-Men de Jim Lee, à l'époque, ce qui fait que beaucoup de gens connaissent plus ces X-Men-là que ceux d'avant, qui pourtant, pour les lecteurs, les anciens lecteurs, étaient largement plus connus. Ces X-Men-là représentent les premiers X-Men qu'ont lu énormément de gens. Ces costumes-là sont des versions les plus iconiques pour toute une génération de lecteurs et de téléspectateurs pour du dessin animé. Scénaristiquement, il ne s'y passe pas énormément de choses, du moins pendant que Jim Lee est là. C'est plutôt la redite de ce qu'on a vu. Il y a la création d'un nouveau personnage qui s'appelle Bishop, qui vient du futur, encore un. Et même Bishop, si ça se trouve, Jim Lee était déjà parti, je crois. Non. Ah oui on le voit dans le 7, je pense, notamment. D'accord. Ouais. Jim Lee restera 1 an sur ce titre, je pense 13 numéros. Les successeurs seront dans sa veine, c'est-à-dire que Marvel va désespérément essayer de multiplier le succès de leurs auteurs qui sont tous en masse chez Image. Donc on va avoir un Andy Kubert très 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 influencé par Jim Lee dans un premier temps. On va avoir beaucoup de clones en fait, c'est un peu péjoratif mais faut dire ce qui est, pendant des années. Scénaristiquement, on a le mariage de Jean Grey et Cyclope, oui,
qui arrive, qui est quand même un gros moment pour les gens qui ont attendu ça pendant des années. Et on a un sentiment de désarroi aussi, parce que d'une certaine manière, effectivement, Chris Claremont est parti, et les repreneurs, on va dire, au niveau du scénario, les repreneurs stables, qui sont Scott Lobdell et Fabian Nicieza, qui reprennent les 2 séries phares X-Men, en fait, ils font du Claremont du pauvre. Ils le font d'ailleurs très bien, au demeurant, et puis c'était tellement la foire pendant l'année qui a suivi le départ de Jim Lee qu'il fallait bien quand même remettre les choses d'équerre. Mais la solution que trouve Marvel, c'est effectivement de dénicher des dessinateurs à qui l'on dit dessinent comme Jim Lee, et d'embaucher des scénaristes à qui l'on suggère d'écrire comme Claremont. Et en fait, paradoxalement, et en même temps, quand on connaît l'industrie, finalement, c'est un peu logique, ça s'explique. On a une recette qui vend toujours bien, mais qui correspond à ce que Claremont et Jim Lee proposaient avant que les tensions éditoriales fassent que l'équipe éclate, quoi. Mais effectivement, les X-Men continuent un petit train-train jusqu'à un gros événement dont tu parleras sans doute, qui est là pour le coup non plus un retour en arrière ou une avancée sur un terrain inconnu, mais une redéfinition totale de l'espace-temps des mutants. Ah vas-y, tu peux enchaîner dessus. Alors, en fait, les mutants aiment bien voyager dans le temps. Donc, en général, ils viennent du futur, ils arrivent dans le présent, et là, ils postulent que, en fait, on a des mutants qui partent dans le passé pour tuer Magneto, et en fait, ils se plantent et ils tuent Xavier, si je ne me trompe pas. Tu parles d'Onslaught, là? Je parle de Age of Apocalypse. Et pendant 4 mois, me semble-t-il, toutes les séries mutantes s'arrêtent et changent de titre. Et on observe, le lecteur est plongé dans un univers où, depuis, on va dire, depuis 1963, depuis l'équivalent du début de la série, toute l'histoire des X-Men a été refaite. Et on redécouvre tous les personnages qu'on connaît, mais sous un angle nouveau, avec entre-temps un vilain à triompher, le monde est totalement différent, etc. etc. Ça, c'est un truc d'ailleurs qu'on verra chez plusieurs éditeurs sous diverses formes, c'est-à-dire, voilà, il y a une espèce d'univers de poche qui a été créé, et on essaye on capitalise sur l'effet de surprise avec, pendant 4 mois, vous avez vos X-Men, mais c'est pas vos X-Men, c'est des X-Men nouveaux. Et je crois que ça a connu un succès assez considérable. Et là encore, il y a eu des hommages à ça dans les comics, des retours dans cet univers-là. Et c'est aussi une des sources d'influence avec le Days of Future présent, je ne sais jamais, dont on parlait hier. C'est une des sources d'influence des différentes versions cinéma qu'on connaît sur le grand écran. Donc, parallèlement à ces 2 séries X-Men quittées par Jim Lee et l'autre était par Wes Portaccio, on a donc X-Force, qui est la nouvelle série de Rob Liefeld qu'il crée, donc toujours pareil, sur le même modèle que Spider-Man, que X-Men. Il crée une nouvelle série sur les bases de l'ancienne série New Mutants. Liefeld, exactement de la même façon que Jim Lee, que tu viens de décrire, prend le pouvoir sur une série où il y avait déjà un scénariste, devient le scénariste lui-même, remporte un succès certain, puis quitte la maison d'édition pour rejoindre Image.